Comme vous le savez, la question du bien-être, accompagnement de nos seniors est prise à bras le corps par la municipalité qui développe différentes actions pour les orienter et leur donner les clés pour bien vivre cette nouvelle étape de leur vie. Plusieurs thèmes seront évoqués aujourd'hui autour des questions de l'isolement et de la solitude. Dominique Renaud interviendra sur des questions qui nous concernent tous. Peut-on choisir sa solitude ? Choisit-on d'être seul ? Une autre intervention, celle de Didier Delcroix, qui dirige le Théâtre du Vol, qui nous présentera des petites comédies qui ont été conçues par l'équipe du théâtre, spécialement pour Irani. Un film vous sera projeté, suivi d'un échange. Je voudrais, avant de laisser la parole aux intervenants, remercier ensemble de nos partenaires au nombre de 4. La MGEN, le département du Val d'Oise, la conférence des financeurs et le CODES 95, ainsi que tous les services de la ville qui ont contribué à l'organisation de cette journée. Je vous remercie et je vous souhaite de passer une excellente après-midi. Merci Joël, je remercie aussi la présence de Chantal Baggio et Christine Cavreau, toutes les deux élues avec nous au conseil municipal, et les jeunes d'Incite qui sont là pour, on va dire, capter ce moment et cette conférence. Merci à eux. Alors, je remercie Dominique Renaud, ici présent, de sa présence pour justement vous faire cette conférence sur l'isolement plus en général, et c'est vrai que vous l'avez tous vécu durant la pandémie. Pour les personnes seules, c'était des moments très difficiles. Alors pour les personnes, on sait que les personnes âgées sont plus importantes, nos seniors à être seuls, c'était aussi difficile pour des gens plus jeunes, on va dire, mais qui vivent seuls. L'isolement, c'est un réel sujet et qui a été durement mis à l'épreuve ces 18 derniers mois. Donc c'était important qu'on puisse en effet parler de cet isolement et de savoir comment faire, justement, quelles sont les manières de pouvoir se sortir de ces moments difficiles. Alors je remercie Didier, bien entendu, et plus généralement le Théâtre du Vol. Passez un bon après-midi et puis n'hésitez pas à poser vos questions, à participer. Et encore une fois, c'est un réel plaisir de vous voir. En préparant cette intervention, une première question s'est imposée à moi. Je me suis demandé comment évoquer philosophiquement certaines des thématiques qui nous rassemblent aujourd'hui en ce lieu. La crise sanitaire, la pandémie notamment. Moi qui ne suis pas médecin et qui n'ai aucune qualification pour évoquer en termes médicaux des questions de santé ou de maladie. Alors sans doute le propre de la philosophie est-il de pouvoir évoquer toute question, sans exception, de quelque nature qu'elle soit. Et c'est bien dans cet esprit d'ouverture au questionnement que se déroulent nos échanges chaque année depuis 2014 lors des petites conversations philosophiques qui ont lieu à la Maison de la Châle à Éragny. Toutefois, la question que nous abordons aujourd'hui, peut-on choisir sa solitude, concerne très étroitement notre rapport au corps en temps de pandémie. De là ma prudence, comment parler du corps quand on n'est pas soi-même médecin ? Alors chemin faisant, me souvenant qu'un philosophe allemand du XIXe siècle, Friedrich Nietzsche, avait proposé la figure d'un philosophe médecin, philosophe qui, à sa manière, diagnostiquerait la société et ses inévitables travers. Et me souvenant que cette comparaison du philosophe et du médecin avait surtout valeur d'image, je me suis dit que je pourrais peut-être, plutôt que de parler directement de la crise sanitaire et d'endosser ainsi un rôle de philosophe-médecin, m'exprimer par image et emprunter avec vous ce qu'en philosophie on appelle un détour. Un détour, comme vous le savez, consiste
à s'écarter du chemin qui mène le plus directement au lieu qu'on veut atteindre, mais sans perdre de vue, donc en gardant constamment à l'esprit le lieu qu'on veut rejoindre. En faisant des détours, et j'en ferai 3, je ne parlerai donc pas ouvertement de la crise sanitaire et des effets de la pandémie sur notre quotidien. Néanmoins, je m'y référerai constamment. C'est là le propre du détour. Ce choix du détour, toutefois, n'est pas uniquement rhétorique. Il présente également certaines similitudes avec la pandémie. On peut en effet se demander si cette épidémie mondiale ne nous aurait pas en partie détournés, bien malgré nous, d'un chemin familier dans lequel nous étions engagés, ce chemin si ordinaire aux êtres humains que nous sommes, ce chemin qui s'appelle vivre, vivre tout court et que nous empruntons toutes les fois où, par exemple, saluant quelqu'un de notre connaissance ou embrassant l'un de nos proches, nous accomplissons une part tout à fait essentielle de notre humanité, cette part de nous-mêmes qui s'exprime dans tous les liens humains que nous tissons au quotidien et que l'on nomme d'un mot savant socialité. Le détour que nous fait emprunter la pandémie, ce détour que nous interrogerons aujourd'hui, cependant, nous ne l'avons pas choisi. C'est la raison pour laquelle cette crise, bien malgré nous, peut néanmoins être pour nous une occasion, malheureuse sans doute, pour faire de nécessité vertu et pour s'interroger sur nous-mêmes. De quel chemin de vie chacun d'entre nous aurait-il pu s'éloigner quelque peu? Quel horizon d'existence aurions-nous pu quitter des yeux, temporairement peut-être? Faisant ces détours, j'évoquerai tour à tour plusieurs textes de philosophes, et en particulier certaines œuvres du philosophe français René Descartes, dans lesquelles celui-ci aborde des questions qui concernent le corps des autres, la solitude et la vie en ville. Ces 3 détours, Didier Delcroix vous l'a indiqué, seront eux-mêmes ponctués par des scénettes qui ont été conçues par l'équipe du théâtre Uvol que dirige Didier Delcroix. Et au fur et à mesure de cette intervention, si vous le souhaitez, nous pourrons échanger philosophiquement sur ce thème de la solitude et de la pandémie. On va commencer par une petite scénette qui va illustrer le propos de Dominique Renaud qui va suivre. Vous allez voir. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à bord de l'avion H1N1 de la compagnie Airline Covid, à destination de l'avenir. Notre temps de vol sera aujourd'hui de pas trop longtemps, j'espère. Beau temps sur le trajet avec quelques turbulences prévues en approche. Attention, mesdames et messieurs, nous entrons dans une zone de turbulence et de trous d'air. Veuillez vérifier que vos ceintures sont bien attachées, que vos bagages sous votre siège sont bien mis et que le coffre à bagages est bien verrouillé. Attention, mesdames et messieurs, nous entrons dans la zone de turbulence. C'est parti. Seigneur, aimez-nous sur la terre. Pardonne-nous nos péchés. Alléluia. Ça va, madame? Non, ça va pas du tout. Non, je panique un peu là. Je suis pas très bien. Mais non, mais c'est rien, les turbulences, c'est normal, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Je vais appeler une hôtesse de l'air pour vous rassurer, vous inquiétez pas. Ding, 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 ding. Oui, madame? Pourquoi elle court? Elle va s'attacher, allez-y. Pourquoi elle va s'attacher? On va tous mourir. Mais non! Elle revient. Ah non, c'est le chariot. C'est sûr, on va se scratcher. Mais non, pas du tout. Calmez-vous, ma fille. Le Seigneur est avec nous. Prions tous Oh, ensemble. mais ta gueule avec tes prières. Je vais mourir, moi. Attention, nous avons procédé à un déterminissable forcé, veuillez prendre des positions de sécurité. Baissez-vous. On se baisse. Voilà. Attention,
5, 4, 3, 2, 1. Ça y est, on est arrivé? Pour évacuer l'avion, suivez les marquages lumineux. Les portes sont ouvertes par l'équipage et les toboggans se déploient automatiquement. Nous vous remercions d'avoir été sur ce vol et souhaitons vous revoir très bientôt au bord de la compagnie Airline Covid. Au revoir et bonne journée. Vous voyez, ça s'est plutôt bien passé, non? Merci, monsieur. Enfin, bref. La prochaine fois, je viendrai en vélo. C'est moins dangereux, le vélo. Merci Seigneur, ma foi nous a sauvés. Je débuterai donc cette intervention par l'évocation d'une parabole qui est issue du cinéma, et ce sera là notre premier détour. Peut-être chacun d'entre nous a-t-il en mémoire ce qui arrive à certains personnages de films catastrophes. Nous sommes à bord d'un avion qui traverse l'océan Atlantique. La tempête fait rage, de grands éclairs serpentent le ciel et le personnel d'équipage, convaincu que le pire est inévitable, se prépare comme il peut pour ce dernier voyage. L'un des protagonistes de cette scène, un passager terrorisé à juste titre par l'effroyable drame dont il pressent le dénouement tragique, entend alors la voix d'un homme de foi, lequel lui propose de réciter avec lui dans ce moment d'adversité une ultime prière. Pour ce passager affolé par la peur de mourir, si la présence de cet homme secourable ne relève pas du miracle, le seul miracle serait que l'avion ne s'écrase pas, du moins dans ce moment critique, sa survenue inopinée est on ne peut plus providentielle. Peut-être est-il à craindre que la philosophie ne connaisse aujourd'hui le même sort, que nous ne consentions à faire l'effort de découvrir ses œuvres que quand il est trop tard, pour ne pas lire celle-ci dans l'empressement, comme on s'empresse pour réciter une prière dans la panique générale. À moins qu'il ne faille considérer ce dernier recours à la philosophie comme le secours le plus providentiel que l'on puisse attendre de cette discipline. En d'autres termes, peut-être est-ce au moment de crise que la philosophie nous est le plus secourable et en ce sens le plus utile. Au moment de crise et non quand tout va bien. En temps ordinaire, en effet, lorsque nous allons bien et que nous sommes en bonne santé ou que nous n'avons pas à déplorer trop précocement ou trop douloureusement les inévitables outrages du temps, nos vies se trament dans un certain silence, ce silence des organes auquel le chirurgien français René Le Riche, en 1936, identifiera la santé. La santé, écrira-t-il ainsi, c'est la vie dans le silence des organes. Pour le dire de manière imagée, ce silence des organes dont nous faisons l'expérience sans nous en rendre compte, cette vitalité souterraine, silencieuse comme l'eau de roche, pourrait être exprimée dans les termes suivants. En temps ordinaire, nous sommes dans l'avion, mais nous ne le sentons pas. Ou encore, nous sommes dans notre corps comme si nous n'en avions pas. Quand il ne s'oublie pas complètement dans l'usage qu'on en fait, serrer une main, prendre quelqu'un dans ses bras par exemple, le corps s'éprouve surtout dans l'effort qu'il nous coûte. Respirer sous un masque de papier par exemple par une chaude journée d'été. Par la force des choses, la pandémie qui occupe nos esprits depuis bientôt 2 ans maintenant aurait contribué, dans une mesure qu'il appartiendra aux historiens de clarifier, à nous sortir brusquement de ce silence ordinaire, à nous en détourner et à précipiter certaines de nos préoccupations autour de la mort, de la maladie, du danger, du risque, bref, de ce que, en philosophie, nous appelons la finitude. Le terme de finitude ne désigne pas seulement la brièveté de la vie ou le fait d'être mortel,
La notion renvoie aussi à l'expérience de voir son destin étroitement lié à des circonstances sur lesquelles nous n'avons aucune prise. Si l'avion pris dans la tempête peut en être une image éloquente, la circulation du virus, circulation jusqu'à un certain point incontrôlable, est une illustration exacte mais malheureuse d'une telle finitude. Si nous disposons de certaines ressources pour faire face à la propagation du virus, le confinement et le vaccin en sont une, il n'est pas en notre pouvoir d'enrayer celle-ci comme nous le souhaiterions. Cette évocation d'une séquence cinématographique, un avion, une tempête, un accident potentiel, peut donc avoir pour nous valeur de parabole, nous qui, de près ou de loin, sommes confrontés, et ce à plus d'un titre, à une crise sanitaire qui ébranle notre monde. En premier lieu, la crise que nous traversons nous rappelle brutalement, si nous l'avions oublié, et peut-être faut-il être surtout en bonne santé pour l'avoir oublié, que non seulement nous avons un corps, mais que nous sommes indissociablement ce corps, et qu'il y a là, dans cet entremêlement de l'avoir et de l'être, j'ai un corps, je suis un corps, un aspect tout à fait cardinal de notre finitude. Que je m'y résigne bon gré mal gré ou que je le refuse de toutes mes forces, si je contracte le virus, je ne pourrai rien faire d'autre que de m'en remettre à la médecine et au destin. En d'autres termes, par-delà ces traits romanesques, l'évocation de cette scène imaginaire du cinéma de catastrophe porte en elle une image qui nous est familière, même si au quotidien, nous n'avons guère le loisir de penser à celle-ci. Cette parabole figure en effet une facette tout à fait essentielle de notre rapport au corps. Ce corps que j'ai, ce corps dont je peux à tout moment connaître l'état en l'inspectant diversement, une main sur la nuque, une main sur le ventre, un doigt dans l'oreille, un doigt dans le nez, ce corps que j'ai en même temps, je le suis. Et lorsqu'on me demande, par exemple, si je suis vacciné, c'est de moi que je parle en disant que j'ai reçu ma deuxième dose et non de la partie de mon bras qui a été piquée. Pourtant, si l'on m'interroge, où as-tu mal ? Je ne dirais pas que je suis mal, mais j'indiquerai cette partie de mon corps qui m'irrite ou qui m'échauffe. Je suis ce corps que j'ai. Cette particularité de notre être, je suis et j'ai un corps indissociablement, a été commentée en philosophie par René Descartes, grand philosophe français, bien connu mais pas toujours bien compris, pour son fameux cogito, cogito ergo sum, je pense, donc je suis. Dans son ouvrage de 1641, Les Méditations métaphysiques, Descartes décrit les rapports que chacun d'entre nous entretient avec son corps lorsqu'il fait l'expérience de prendre connaissance, de ressentir consciemment celui-ci. Évoquant certains états de ce corps dont nous sommes amenés à faire l'expérience en tant qu'être vivant, la douleur physique, le besoin de se nourrir ou de s'hydrater, par exemple, Descartes écrit ainsi : « La nature m'enseigne aussi, par ses sentiments de douleur, de faim, de soif, etc., que je ne suis pas seulement logé dans mon corps, ainsi qu'un pilote en son navire, mais outre cela, que je lui suis conjoint très étroitement et tellement confondu et mêlé que je compose comme un seul tout avec lui. » Cette courte citation comporte une comparaison dont le lien avec la pandémie est bien plus clair qu'il n'y paraît lors d'une première lecture. Descartes propose à son lecteur une image familière à ses contemporains, celle du pilote qui, depuis son gouvernail de bois et de métal, dirige le navire sur lequel il voyage. Cette comparaison entre le pilote du navire et l'esprit qui gouverne le corps peut être interprétée comme suit. Ce corps que j'ai, je ne le possède pas comme si je disposais d'un gouvernail dont je serais le pilote,
sur un navire situé à l'extérieur de moi. Ce corps que j'ai n'est pas une chose. Je ne suis pas le pilote de mon corps. Pour le dire simplement, et pour me tenir dans le droit fil de l'image proposée par Descartes, lorsque nous prenons le bateau en tant que simple passager, nous ne sommes pas le bateau. Nous séjournons temporairement à son bord. De ce bateau, le capitaine lui-même, le capitaine ou le pilote, est aussi l'un des passagers. En tant qu'être vivant, pourtant, c'est le sens de l'image proposée par Descartes, je suis tout cela d'un seul tenant. Tout ça, c'est-à-dire à la fois gouvernail et matière organique, douée d'une vie dont je dirige, mais en partie seulement, certains mouvements. Lorsque je lève le bras, par exemple, qu'il s'agisse de faire signe à quelqu'un ou d'implorer le ciel, ma volonté, consciente ou non, met mon corps en mouvement. Ce corps, toutefois, cette main, ce bras, c'est indissociablement moi. Je ne suis donc pas le passager de mon corps. Pas plus qu'il n'est un bateau, mon corps n'est pas non plus une combinaison dans laquelle je pourrais provisoirement me glisser. Or, la pandémie rebat complètement les cartes de cette situation particulière de l'être humain à l'égard de son corps. Car, du fait même que nous avons un corps, nous faisons l'expérience, plus que jamais, sans doute, à l'occasion de cette crise sanitaire, d'en être tout à la fois le véhicule, le pilote et le passager. Par notre corps, en effet, nous contribuons, bien malgré nous, et si nous l'avons contracté, à véhiculer le virus. Simultanément, en raison de cette incidence contagieuse des corps les uns par rapport aux autres, nous exposons aussi notre corps au corps de tous les autres, même dans le cas où nous en sommes le porte-sain ou asymptomatique. À cet égard, le premier confinement eut pour effet rapide d'enrayer temporairement cette véhiculation, cette circulation effrénée du virus, en séparant physiquement nos corps les uns des autres. Souvenons-nous, par exemple, de ces curieux vis-à-vis qui a pu faire naître ce confinement inattendu, lorsque d'une fenêtre à l'autre, d'un immeuble à l'autre, nous nous apercevions, consternés de comprendre que nos corps confinés, corps organiques, régis par les lois du vivant, étaient la cause directe de notre mise à l'isolement. En d'autres termes, au cours de cette période, et aujourd'hui encore sans doute, mais dans une moindre mesure peut-être, tout s'est passé et tout se passe comme si nous avions pris, comme si nous prenions plus vivement conscience du fait que, formant un seul tout avec notre corps, nous ne pouvons pas échapper aux effets qu'il produit sur nous-mêmes. Cette expérience de notre corps, par nous-mêmes, pourtant, nous la connaissons bien. Lorsque, par exemple, apprenant une bonne nouvelle, j'explose de joie, je ne suis pas tout esprit, c'est mon corps qui exulte. Et cette exultation du corps se répand tout entière dans mon être. Je suis ce que j'éprouve. Par comparaison, si une avarie dans un bateau met des vies en danger, mon corps, toutefois, mon corps de passager, n'est pas directement touché. La pandémie aurait ainsi contribué à mettre le corps au premier plan de nos préoccupations et à nous faire entrevoir notre propre destin, comme si nous l'avions oublié, comme étant étroitement dépendant de ce corps, le corps vivant, le corps organique. Simultanément, dans une large mesure, la crise sanitaire aurait concouru à ce que notre rapport aux autres et à leur corps, aux autres en tant que corps, notre rapport à la mort aussi, à la maladie et à la vie tout court, soit profondément et durablement modifié. Et comment pourrait-il en être autrement, nous qui avons fait, nous qui faisons encore l'amère expérience de devoir nous tenir à distance de certains de nos proches, qui nous sont les plus proches, un enfant qui vient de naître, des parents âgés, par exemple, afin de ne pas risquer de les contaminer. Nous qui avons dû
nous résoudre temporairement de mauvaise grâce à voir certains de nos proches par visioconférence, à ne communiquer avec ceux-ci que par le biais d'écrans et de réseaux sociaux numériques, au point d'organiser comble du comble pour ces êtres de chair que nous sommes, des visio-apéros, des repas en webcam. Pour le dire en un mot, la pandémie nous met en crise. Elle nous met en crise, non pas seulement parce qu'en bousculant brusquement nos habitudes de vie, elle nous inflige aussi une épreuve, nous contraignant à vivre nos propres corps, comme si pour nous-mêmes et les uns pour les autres, nous n'étions avant tout que cela, des corps d'êtres vivants, soumis à des lois biologiques irrémédiables, et de ce fait à des règles sanitaires contraignantes, mettre son masque en entrant dans un magasin, se désinfecter les mains en rentrant chez soi, se dire bonjour du bout des doigts, à bonne distance. Si la pandémie nous met ainsi en crise, c'est peut-être surtout parce qu'en modifiant notre rapport à notre corps et au corps des autres, elle bouleverse simultanément notre rapport à notre propre solitude. Cette solitude que nous vivons sans nécessairement l'éprouver consciemment dans ce même silence des organes qui caractérise le corps en bonne santé. Cette crise que nous traversons aurait-elle donc fait naître en nous des interrogations dans lesquelles nous ne nous serions jamais engagés si nous n'avions pas eu à l'affronter? En d'autres termes, ce questionnement autour du corps organique est-il étroitement lié à cette crise-ci ou procède-t-il plus largement de questions plus existentielles? Nous poserions-nous tout de même ces questions si notre avion ne traversait pas une tempête? On va faire un premier échange, si vous le voulez bien, là. Moi, je trouvais ça assez pertinent de commencer par le corps, justement. C'est pas la première chose qui nous vient quand on parle forcément de la période qu'on vient de vivre, là. Est-ce qu'il y en a, est-ce que ça évoque quelque chose à quelqu'un, ça? Et oui, non, c'était une expérience là aussi un peu déréalisante. Hein. C'est très étrange de parler à un écran. Moi, j'ai parlé à des étudiants dont je ne voyais que l'avatar. Ce que je vous propose, c'est qu'on va passer le film, justement, et on va retrouver tout ça. Ce vide, c'est le vide qui m'a gêné le plus. Par exemple, à l'école, quand j'ai vu cette école, je la vois vide pendant les vacances. Mais la voir vide là, pendant 2 mois, à cause du Covid, ça m'a blessée, mais c'était fou. Hein. Je regardais quand même à la fête, mais ce vide, ce silence. Mon premier confinement était très différent des 2 autres, déjà. Parce que c'était quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas, qui faisait un peu peur. Et en même temps, c'était aussi comme une pause, en fait. Moi, c'est ce que j'ai éprouvé ça, une pause de pouvoir faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, parce qu'on savait bien que toutes les activités étaient arrêtées. Et moi, je pense que ce qui me motivait, c'était que je me disais que je n'étais pas la seule. On était tous dans le même bateau, on va dire. Ça, c'est tout ce qui aurait dû être fait. Ça, c'est ce que j'ai fait aussi pendant le confinement. J'ai eu une éducation où ma mère me disait il faut toujours avoir un ouvrage dans ses mains. C'est-à-dire pour elle,
lire, c'était une perte de temps, donc on avait le droit de lire après le souper, le soir, quoi, après, donc dans la soirée, parce que dans la journée, quand c'était une perte de temps. Et donc c'est quelque chose qui m'est toujours resté. Je ne sais pas pourquoi, c'est ridicule, mais ça m'est toujours resté. Et je me donnais juste l'autorisation de ne rien faire, parce que c'est ça surtout, le week-end par exemple, mais jamais dans la semaine. Et là, c'est cette période-là, comme rien n'était comme d'habitude, j'ai eu l'impression de m'être donné des autorisations enfin enlever tous les tabous et de pouvoir simplement rien faire dans une chaise longue ou avec un bouquin. Donc c'est drôle déjà d'attendre mon âge pour pouvoir faire ce genre de choses. Bon, alors le premier confinement, c'était donc au mois de mars l'année dernière, enfin oui, 2019, non 2020. Voilà. Eh bien, écoute, ça s'est bien passé pour moi parce que j'avais pas trop compris ce que c'était, et puis je me dis ça va durer un petit moment, et puis après on va être tranquille, quoi. J'étais bien. Mes enfants sont venus faire mes courses parce qu'il n'était pas question que je sorte, hein, du tout, parce qu'ils ne voulaient pas que j'attrape le Covid. Et puis après c'est venu l'été qui est venu, je suis partie un mois chez des enfants en Normandie, donc là c'était super bien aussi. Et en revenant, je pensais que tout allait reprendre comme avant, enfin presque comme avant. Et puis au mois d'octobre, boum, ça a refait le deuxième. Et là, c'était beaucoup plus difficile parce que j'avais repris un petit peu toutes les activités. Et je n'ai pas vécu de la même façon. Il y a eu Noël, il y a eu les fêtes de fin d'année, mais surtout Noël, bon, on ne s'est pas revu avec la famille. C'est pareil, ça, c'était une protection qu'on avait décidé ensemble pour ne pas que j'attrape le Covid. Voilà, la protection, très grande protection. Ça m'a beaucoup manqué, surtout à Noël, c'est normal. On n'avait pas l'habitude de ne pas se voir, hein. Troisième confinement, parce qu'on a l'impression que vraiment ça ne s'arrêtait jamais. Donc là, c'était vraiment encore un ras-le-bol total, parce que là, j'avais pas le moral. J'avoue que là, je crois que j'étais pas la seule. On partageait beaucoup cela avec d'autres personnes, parce qu'on se disait ça s'arrêtera jamais, quoi. Et du coup, là, c'était l'inverse. J'avais plus envie de faire grand-chose. J'ai même plus envie de lire. J'avais plus envie, moi qui fais de la peinture, j'ai même plus envie. En fait, c'était pendant tout un certain temps, là, c'était vraiment un découragement complet. Et puis, et c'est ce que je dis et je répète, c'est-à-dire que quand on est jeune, une année c'est rien, quoi. Ça, c'est 2 ans, c'est rien. Quand on commence à vieillir, c'est énorme, une année de perdu. Parce que c'est tout ce qu'on a pu faire dans cette année qu'on n'a pas fait. Et on se demande, enfin moi je me dis après, des voyages, parce que j'avais des voyages de prévus, ça a été annulé. Et je me dis, est-ce qu'après j'aurai toujours la possibilité de le faire? Parce que d'une année sur l'autre, on ne sait pas comment sera la forme physique, quoi, tout simplement. Parce qu'un an pour nous, seniors, c'est beaucoup. Et un an presque sans vivre normalement, c'est un an sans vivre. Moi j'ai eu quand même cette coupure qui me dit, j'ai perdu un an de ma vie. Après, où c'était vraiment difficile, c'est le manque de voir mes enfants. Alors, on avait le téléphone, on avait WhatsApp, on pouvait s'envoyer des messages tous les jours, plusieurs fois par jour et tout ça. Mais à l'époque, ma belle-fille attendait un bébé et c'était récent, donc je n'avais jamais vu son ventre arrondi. Et ce qui m'a contrariée, c'est de ne pas voir la progression. Et je me souviens d'un jour heureux, c'est que de mon balcon, j'entends quelqu'un qui m'appelle. Je me suis mis à la fenêtre, et alors là, je ne vous dis pas, le flot de larmes. Et il y avait ma belle-fille avec son ventre arrondi et mon fils qui était en bas. Et c'était la première fois que je l'ai vue vraiment enceinte. Et qu'ils sont venus, ils se sont dérangés de Saint-Denis pour venir me voir. Pendant toute cette période, j'avais énormément tricoté, j'avais fait toute une liette. Et du coup, j'ai mis tout ça dans une boîte, tout était prêt. Et j'ai mis avec une ficelle et un sac, j'ai descendu par la fenêtre le sac avec tout ce que j'avais acheté et tricoté pour leur donner. Ils sont repartis avec leur petite boîte, une petite boîte qui est marquée « Trésor pour un enfant ».
Je me souviens, c'était le soir du 17 mars 2020. Le président Macron venait d'annoncer vers 20h. Alors je prends une voix très grave parce que c'était très grave. Il annonçait à tous les Français qu'on allait être confinés. Et donc le lendemain matin, je me suis réveillée, c'était donc le 18 mars 2020. C'était mon jour de naissance et je me suis réveillée avec une douleur dans le bas du dos. Donc c'était assez symbolique pour moi. Il a que 2 pattes. Ah non, il y en a 2, 3, 4. J'avais l'impression que tout s'écroulait. Tous les projets que j'avais mis en place, tout s'écroulait, voilà, c'est ça. Et je pense que mon corps aussi, il a dû s'écrouler quelque part. C'est d'où l'expression j'en ai plein le dos, et d'où cette douleur dans le bas du dos. Si je vois personne de la journée, je peux être 3 jours sans avoir un coup de téléphone. Ça me dérange pas du tout. Tu étais déjà habituée à la solitude Oui, déjà. avant le confinement. Bah déjà, là, ça fait 30 ans que je suis toute seule. Alors. Et toi, Daniel? Bon, j'ai mal vécu parce que j'avais peur de tout. Et je me suis retrouvée complètement, moi, isolée. J'avais des amis, on se voyait en visio. Elle me dit, mais tu vis pas? Je me suis renfermée. Quand j'étais chez moi, je m'habillais pas, je restais en pyjama 48 heures. Je faisais rien. Ça m'a un peu, je dirais, perturbée de ne plus être en contact avec toutes ces familles. Je me suis dit, c'est la fin de la vie, c'est la fin du monde. Pour moi, c'était une fin du monde. Vas-y, Daniel. Et là, pareil. Faut sourire quand même. Oui. Ça a manqué la petite pause. Ouais, si on était vraiment bien, on se rencontrait là, puis on avait des fous rires. Hein? On finissait. Pas le fond de l'autoroute, déjà. Il n'y avait pas les gamins qui hurlaient en bas. Parce que qu'est-ce que ça hurle, les gamins, maintenant? J'ai peut-être oublié les miens. Et là, c'était vraiment calme. Moi aussi, j'entendais les grenouilles de chez moi, du parc en bas. Alors ça, c'était bien. J'appréciais. C'était drôle. Et puis en plus, c'était le printemps. Il faut dire que c'était au printemps, le premier confinement. Et il faisait très beau. Alors, ça en donnait à cœur joie, hein, c'est la reproduction. Et ce qui ne me plaisait pas du tout, mais alors pas du tout, c'est de me faire une permission pour sortir. Ça, je l'ai très mal accepté parce que j'avais l'impression d'être retournée chez mon père et de demander des autorisations. Et ça, je l'ai très mal accepté. Sinon, le confinement, oui, ce qui me déplaisait, c'est de ne pas pouvoir aller au parc. Ça, j'y suis allée d'ailleurs. J'y allais à l'heure du midi. Et 2 fois, je me suis fait prendre. Je leur ai dit, de toute façon, moi, il faut bien que je fasse marcher mes vieux muscles. Mais madame, vous avez des panneaux, c'est interdit. Et moi, par le chemin par lequel on descend, à un moment donné, ça a été interdit parce que c'était marqué, placardé sur un arbre. Et après, ça avait été arraché. Donc, ils pouvaient venir par là, ils auraient vu que pour moi, il n'y avait pas d'affiche comme quoi c'était interdit. Mais enfin, ils m'ont quand même fait rentrer d'arbare. Oui, parce que toi, tu as un Scrum moderne, hein, c'est pas... Moi, j'ai le vieux... On a les moyens, on les a pas. C'est surtout que moi... Oui, mais toi, t'as Internet. Ah, mais moi, j'ai Internet, ouais. Eh oui, mais moi, j'ai que le Scrabble. On peut pas tout. Je suis toujours dans l'ancien monde, qu'est-ce que tu veux? Non, mais moi c'est de l'ancien monde, hein. Il a 40 ans, mon Scrabble. Hein. Oui. On a joué ensemble pendant les confinements où il y avait le couvre-feu. Et étant donné qu'il n'y avait pas 10 km entre nos 2 demeures, eh bien, on a pu se déplacer. Et on a joué ensemble comme ça, c'était sympathique. Était d'abord la couture et tout ça, puis on s'est remis petit à petit... Non, parce que je la sentais déprimée toute seule chez elle, j'ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Moi, ça allait, parce que... Je sais pas quoi faire. Je sais pas.
que vous voyiez avant le couvre-feu, c'est ça? Oui, oui, on Oui, oui. respectait. Hein. Ah ben, On c'est voulait que, pas attention. Hein. jeter l'argent par les fenêtres. Hein. Ah ben non. Hein. C'est Non, pas- non, mais c'est vrai qu'on a fait toutes les mesures. Hein. On ne peut pas dire. Hein. Toutes les mesures ont été faites. Hein. Et comment vous avez fait pendant le premier confinement? Ben, on ne s'est pas vu. Eh ben, on ne se voyait pas. Hein. Ah non. Mais vous continuez à jouer au Scrabble? Ah Mais ben, on par jouait sur Internet. Internet. Par Parce qu'à Internet. l'époque, elle avait Internet. J'étais moderne encore. T'es un peu rétro quand même, pas avoir Internet. Hein. Oui. Faut pas charrier. Quand même. Arrête, je ne sais plus quoi faire là. Aïe, aïe, aïe. Que ce soit mon premier confinement, mon second confinement ou le troisième confinement, je les ai tous passés très très bien. J'étais à la maison, confiné ou pas confiné, j'étais dans ma maison, je faisais ce que je voulais, je n'avais strictement aucun problème. Notre prof de Corée nous envoyait les Corées à faire, que je faisais là, ici, tu vois, dans cette salle, tout seul, et je repassais ça effectivement sur WhatsApp à la prof qui nous corrigeait. Et ne pas voir tes enfants et tes petits-enfants, ça t'a pas affecté? Tu crois pas qu'il faut mieux les savoir en bonne santé? Moi, je les sais en bonne santé, ça me suffit, hein? Tu crois pas ça? Que de venir s'échanger des crobes, et après, on pleure les uns sur les autres. Faut arrêter, hein? Attends, ils sont pas morts. Moi non plus. Donc on va se voir. Quand? S'il faut attendre même 6 mois de plus, qu'est-ce que ça peut être? Le confinement m'a aidé à comprendre que les enfants, ils avaient beau ne pas être à la maison, parce que forcément, ça fait longtemps qu'ils ne sont plus à la maison, et puis qu'ils venaient peut-être moins me voir, ou qu'on faisait moins de choses ensemble, parce qu'ils ont des enfants qui sont mariés, qui ont des enfants, donc la vie veut que ça se... Tu vois ce que je veux dire? C'est la vie que j'ai vécue, moi, qu'eux vivent maintenant. Donc je me disais que peut-être que maintenant, j'allais moins les voir, j'allais moins profiter d'eux. Et puis non, ce Covid m'a permis de voir que les enfants étaient super attachés, quoi. Qu'ils étaient vraiment très très près de moi. Donc celui-là, je pense que je vais donner à une petite fille, celui-là aussi, enfin une de mes petites filles. Et puis peut-être pour le petit garçon, ben, ça sera peut-être un dalmatien que je lui donnerai. Parce que je trouve qu'il est super joli, le dalmatien. Voilà. T'as combien d'enfants, combien de petits-enfants? J'ai 5 enfants, 11 petits-enfants et 9 arrière-petits-enfants. Et tu m'avais pas dit que ce qui t'avait le plus manqué, c'était aussi de ne pas les voir grandir? Oui, mais c'est ça. C'est ça, ça me manque puisque je ne les vois pas. Je ne les vois pas, donc j'en vois aucun. Et puis les câlins qui me manquent, les câlins, les bisous, les câlins, parce que les petits-enfants, quand ils viennent, les petits-enfants, maintenant ils sont grands, bien sûr, puisqu'ils sont papa et maman, presque tous. Mais les arrières, quand ils te voient, tu vois un enfant de 3 ans, il te court après, et puis ben, il te fait un câlin, quoi. Et puis même mes petits-enfants, j'ai quand même 2 petits-enfants, une qui a 19 ans et l'autre qui a 21 ans, et ceux-là, ben, c'est vrai que j'avais envie de les faire des câlins. Ils aiment encore les câlins. Mais bon, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas s'embrasser, et moi, ça me manque, quoi. Je n'ai pas été habituée comme ça, moi. Moi, les bisous, j'adore les bisous. Eh oui, ça fait 1 an et demi qu'on n'a pas de bisous. On est punis. Qu'est-ce qu'on a fait pour être punis? Hein? Je sais pas, moi. J'ai rien fait de mal, moi, pour être punis comme ça. Parce que les canards, on les embrasse pas, les chiens, on leur fait câlin. Je finis en prêtre dans cette Corée. Un prêtre qui se défroque sur une chanson qui s'appelle Fernando. C'est bien qu'elle avance. Et on a l'impression, pendant, allez, ça a duré 10 minutes, hein, pendant 10 minutes, de se retrouver vivant.
Françaises, Français, mes chers compatriotes, jeudi soir, je me suis adressé à vous pour évoquer la crise sanitaire que traverse notre pays. Jusqu'alors, l'épidémie de Covid-19 était peut-être pour certains d'entre vous une idée lointaine. Elle est devenue une réalité, immédiate, pressante. Le gouvernement a pris, comme je vous l'avais annoncé, des dispositions fermes pour freiner la propagation du virus. Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées, les universités sont fermés depuis ce jour. Samedi soir, les restaurants, les bars, tous les commerces non essentiels à la vie de la nation ont également clos leurs portes. Les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits. Jamais la France n'avait dû prendre de telles décisions, évidemment exceptionnelles, évidemment temporaires, en temps de paix. Elles ont été prises avec ordre, préparation, sur la base de recommandations scientifiques avec un seul objectif, nous protéger face à la propagation du virus. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Il s'agit de limiter au maximum ces contacts au-delà du foyer. Partout sur le territoire français, en métropole comme outre-mer, seuls doivent demeurer les trajets nécessaires. Nécessaires pour aller faire ses courses, avec de la discipline, et en mettant les distances d'au moins 1 mètre, en ne serrant pas la main, en n'embrassant pas. Les trajets nécessaires pour se soigner, évidemment. Les trajets nécessaires pour aller travailler quand le travail à distance n'est pas possible. Et les trajets nécessaires pour faire un peu d'activité physique, mais sans retrouver, là encore, des amis ou des proches. J'ai vu ces dernières heures des phénomènes de panique en tous sens. Nous devons tous avoir l'esprit de responsabilité. Il ne faut pas que les fausses informations circulent à tout va. Et en restant chez vous, occupez-vous des proches qui sont dans votre appartement, votre maison. Donnez des nouvelles, prenez des nouvelles. Lisez, retrouvez aussi ce sens de l'essentiel. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons. La culture, l'éducation, le sens des choses est important. Et éviter l'esprit de panique, de croire dans toutes les fausses rumeurs, les demi-experts ou les faux sachants. La parole est claire, l'information est transparente et nous continuerons de la donner. Mais croyez-moi, cet effort que je vous demande, je sais qu'il est inédit, mais les circonstances nous y obligent. Nous sommes en guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. De jour comme de nuit, rien ne doit nous en divertir. Nous sommes en guerre. J'appelle tous les acteurs politiques, économiques, sociaux, associatifs, tous les Français, à s'inscrire dans cette union nationale qui a permis à notre pays de surmonter tant de crises par le passé. Nous sommes en guerre. Et la nation soutiendra ces enfants qui, personnel soignant, en ville, à l'hôpital, se trouvent en première ligne dans un combat qui va leur demander énergie, détermination, solidarité. Qu'est-ce que tu fous? Je pars dans le sud. Quoi? Je traverse la ligne, hein. Mais vous avez pas compris que c'était l'exode, là, les gars? Mais non, c'est la guerre. Il a pas dit ça. Si, c'est la guerre. Alors moi, j'ai 12 heures jusqu'à demain minuit pour arriver à Toulouse. Vous vous démerdez comme vous voulez, mais moi, je reste pas dans le Nord. C'était déjà arrivé en 40, alors moi, j'ai pas envie que ça se reproduise. Alors tu te casses. Calme-toi. Tiens.
Solidaire, c'est le mec toujours solidaire. Il se casse. Vous allez où en plus? Toulouse, c'est ça? Attendez, il y a ma mère qui m'appelle. Ta mère? Vous n'allez pas vous engueuler encore? Allô? Mais je croyais qu'ils se parlaient plus que ça. Je suis là. Oui, bah oui, on vient d'écouter. Oui. Tu veux que je rentre? Oh là 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 là. Tu viens me chercher? Oui, d'accord. Bah, je fais mes affaires et... Demain matin, ok, oui, je serai prête à 10h, pas de soucis. Ok, oui, merci, à demain. Je croyais que tu parlais que de ta mère. Et ta mère, quand vous nous voyez 5 minutes, vous vous engueulez? Oui, mais bah là, elle veut pas que je reste dans un 15 mètres carrés toute seule, donc elle vient me chercher demain en voiture. Mais vous allez vous étriper là! Mais il a dit qu'il fallait se recentrer sur les... Voilà, c'est comme ça, là c'est la guerre, il va falloir que... Bah, on va mettre ça de côté, de toute façon, il y a un moment, on va être confinés, on va être confinés demain. Donc, il y a un moment, bah, on sera avec... on se tient au courant, je vous appellerai, ok? Ouais. D'accord. Moi je te dis, je lui donne pas une semaine. Une semaine, et ça va être la charpie, il va y avoir du sang partout. C'est pas du Covid qui va mourir, en fait. On se barre. Maman, ma chérie. Comme tu l'es pas, mais. Tu comprends? Ouais, je comprends plus rien. Non, je comprends plus rien. Vous avez deux qui se barrent là, puis en plus c'est des jeunes. On va bien. Et super solidaire. C'est bien quoi. Bon, en tout cas, je te jure, je reste là. Ah, bah j'espère bien que tu vas rester. Je reste là dans ma grande maison. Parce que dans ma grande maison, en plus, finalement, quelque part, ça m'arrange pas. Parce que j'ai du boulot entre le jardin, entre le bricolage. Je pense 15 jours, même il mettrait 2 mois, bon ça n'arrivera pas, mais il mettrait 2 mois, et ben tranquille dans ma maison. Bon, je m'embête pas, je vais y aller, parce que du coup, il faut que je fasse des provisions. Tu vas où là? Je vais faire des provisions. Ah, tu vas faire des provisions? Oui, des provisions, des trucs essentiels qu'il va me falloir, quoi. Je sais pas, papier toilette, des pâtes, peut-être des éponges, peut-être... Enfin, ouais, ah bah, t'as bien fait de me le dire, non? Un peu plus, j'oubliais. Bon, de toute façon, bah, on s'appelle, hein? Mais allez-y, cassez-vous. La guerre. C'est pas ça la guerre. On sent que vous l'avez jamais. Jamais vous avez été là en temps de guerre, parce que c'est pas comme ça. Puis l'autre, l'exode. Ils emploient des mots qu'ils ne savent même pas la signification. Et c'est facile l'exode, hein. Rentrer dans chez soi, chez sa maman, il lance sa résidence secondaire. Ah, bah ça c'est très bien, oui. Mais enfin, moi, avec tout ça, je reste seule. Ben, ça ne me change pas. C'est comme d'habitude. Eh oui. Toute seule. Tout le monde s'en fout. Pour certains de nos concitoyens dont des médias ont diffusé les témoignages, pour certaines de nos proches connaissances également, la période de confinement qui a eu lieu de mars à mai 2020 a coïncidé avec une expérience inattendue, inédite, étrange. L'expérience de ressentir sa propre présence au monde, son être, son corps, comme étant restreint, limité physiquement au chez-soi. Comme si du jour au lendemain, le chez-soi, l'appartement, la maison, la chambre, le studio, le foyer, était devenu le monde tout entier. Alors, sans doute, ce monde tout entier est-il assez différent d'un lieu à l'autre, selon que l'on réside dans un studio en ville ou dans une villa à la campagne. Il n'empêche, pour certains parmi nous, temporairement, et les autorisations de sortie étant strictement limitées dans l'espace et le temps, le chez-soi s'était entièrement confondu avec le monde ou avec la plus grande partie du monde. Cette partie fut-elle aussi petite que peut l'être une chambre d'étudiant dans un immeuble de 15 étages. Certes, pour certains de nos concitoyens, cette expérience de confinement et de télétravail, qui fut aussi à bien des égards une période de solitude imposée, a pris une forme très proche de ce rapport aux autres si étrange que décrit Descartes. Contre toute attente, des salariés appelés à télétravailler témoignent ainsi aujourd'hui pour dire qu'au cours de cette période, n'ayant plus à interagir avec des collègues de travail, ils auraient gagné en rapidité, en efficacité,
en productivité, en compétitivité. Fini les brefs échanges qui se prolongent en vaines discussions devant la machine à café au bureau. Quoi que l'on pense de ces témoignages, il y a là toutefois une exception à une règle plus générale que j'énoncerai ainsi. Par la force des choses, la pandémie nous a sans doute permis de mieux prendre conscience du fait suivant. Bien que, comme l'expérience nous en apporte quotidiennement le témoignage le plus convaincant, nous soyons fondamentalement seuls, seuls en nous-mêmes et seuls avec nous-mêmes, néanmoins, pour nous-mêmes, dans notre propre ressenti, notre présence au monde, on pourrait dire aussi notre être au monde, est fondamentalement mondaine. Ce que nous sommes, même intimement, nous le serions par, pour, avec, devant les autres. Si le monde ne commence pas avec moi, ce monde-ci existait en effet avant ma naissance, mon existence, néanmoins, est étroitement liée au monde dans lequel je viens, car nous venons au monde, et dans lequel je vis. Mais dans quel monde vit-on, entend-on parfois? C'est en grande partie dans cette contiguïté sociale, dans ce côte à côte, même distant, je croise en ville des gens que je ne connais pas, que notre être, ce que nous serions fondamentalement, plus ou moins consciemment, se tiendrait et pourrait s'épanouir. Pour en donner une image, j'évoquerai le lieu d'habitation. En effet, la maison, l'appartement, la chambre, le studio, le foyer-logement, bref, le lieu de résidence intime, n'est pas seulement indispensable. Sa valeur n'est pas strictement fonctionnelle. De même, la ville ne présente pas seulement certaines commodités qu'on ne trouve pas à la campagne. Il nous faut, sur ce point, renverser le rapport de la cause à l'effet. Si le logement remplit une fonction tout à fait indispensable, il représente bien plus que cela pour chacun d'entre nous, car c'est à travers le lieu d'habitation, le chez-soi, c'est à travers la ville de résidence, de naissance, d'enfance, que nous appréhendons aussi le monde. Ici, c'est Terrani, pourrait-on dire ainsi, pour parodier un slogan bien connu des supporters du PSG, le club de football parisien. En d'autres termes, notre vécu, notre éprouvé du monde, se constitue avant tout à partir d'un certain point d'ancrage symbolique. Ce point d'ancrage, c'est cette fonction indispensable qu'assure un chez-soi dans une ville de résidence. À titre d'exemple de cet être social, notre socialité, notre mondanité, que la crise sanitaire, dans l'intérêt d'un collectif humain, d'un bien commun, celui d'une nation, a contribué à mettre à mal, que l'on pense à la distanciation sociale. À titre d'exemple de cet être social, j'évoquerai un ouvrage d'Emmanuel Lévinas, philosophe qui a consacré son œuvre à la question du rapport de la conscience aux autres. Dans l'un de ses premiers ouvrages, un livre majeur, Totalité et Infini, un ouvrage paru en 1961, Emmanuel Lévinas écrit ainsi: « La conscience d'un monde est déjà conscience à travers ce monde. Quelque chose de ce monde vu est organe ou moyen essentiel de la vision. La tête, l'œil, les lunettes, la lumière, les lampes, les livres, l'école. Le monde que je perçois autour de moi, le monde dont j'ai conscience, cette salle par exemple, cette rue, ce jardin public, je ne les perçois jamais en eux-mêmes, tels qu'ils sont en soi. Et personne d'ailleurs ne les perçoit jamais sous cet angle absolu. Nous ne percevons le monde, nous dit Emmanuel Lévinas, qu'à travers des lunettes dont les verres sont fumés. Aussi est-ce depuis ce monde, depuis ces lunettes fumées, que nous venons au monde, une fois que nous sommes nés, et que nous nous lançons à sa rencontre.
c'est depuis ce chez-soi, domaine privé, que chacun sort de soi et rencontre le monde. Venez comme vous êtes, dit ainsi une enseigne bien connue de restauration rapide. Or, lorsque, comme en période de confinement, ma perception du monde se réduit à la portion d'espace que je perçois autour de moi, chez moi, alors le chez-soi n'est plus qu'un lieu physique, mécanique, fonctionnel, au lieu d'être également ce lieu quasiment spirituel du recueillement, du retrait, du dedans, ce lieu où je peux périodiquement me retrouver moi-même et restaurer mes forces, lieu à partir duquel il m'est aussi possible de revenir au monde. Je citerai à nouveau sur ce point Emmanuel Lévinas. L'homme se tient dans le monde comme venu vers lui à partir d'un domaine privé, d'un chez-soi où il peut à tout moment se retirer. Au cours d'un confinement, l'extérieur, donc le dehors, la ville, la nature, les autres, ayant été temporairement occultés, je ne peux plus aussi aisément me retirer en moi-même. Car dans ce cas précis, l'intérieur et l'extérieur se confondant, la webcam offrant un accès sonore et visuel au chez-soi, je n'ai plus tout à fait de chez-moi. Le chez-moi est devenu un peu le monde, que l'on songe, par exemple, aux salariés dont la salle à manger s'est convertie en bureau professionnel, ouvert aux webcams et aux micros des collègues de travail. La pandémie, selon toute vraisemblance, a contribué à amplifier, dans des proportions certainement importantes pour beaucoup de salariés, le sentiment que le professionnel et le personnel, le public et le privé s'entremêlaient ainsi au point de se confondre presque entièrement, suscitant en nous un questionnement tout à fait inédit. Puis-je encore être seul avec moi-même ? Ai-je vraiment le loisir de choisir ma solitude ? Peut-être est-ce aussi de cela que cette crise aura contribué à nous détourner d'une solitude à laquelle nous ne pouvons échapper, mais qu'il nous est possible néanmoins d'aménager. Pour le dire autrement, pour nous-mêmes comme pour Descartes, et aussi étrange que puisse sembler le vœu auquel ce philosophe aspirait, celui d'une solitude radicale, intégrale, mais paradoxale, puisque n'étant conçu qu'en présence des autres, il est vraisemblable que notre propre existence ne soit vraiment concevable qu'à la faveur de cette proximité d'autres que soi, même si ceux-ci nous sont indifférents, mais à la condition d'une solitude choisie, d'une intériorité sur laquelle le monde extérieur ne peut pas empiéter. Cette importance de l'autre, des autres, cette importance de l'altérité, mais d'une altérité à bonne distance, Descartes, à nouveau, nous offre l'occasion d'en saisir un aspect tout à fait essentiel. Décrivant l'expérience toute simple, qui consiste à regarder d'une fenêtre des hommes qui passent dans la rue, mais dont il ne perçoit que le dos et les vêtements, Descartes explique à son lecteur qu'il pourrait douter un instant que ces manteaux et ces chapeaux dont il perçoit les silhouettes ne soient pas ceux d'êtres humains, mais que ces vêtements ne couvrent des spectres ou des automates. Et cependant, écrit-il, que vois-je de cette fenêtre, sinon des chapeaux et des manteaux qui peuvent couvrir des spectres ou des hommes fins qui ne se remuent que par ressort ? Surprenante déclaration qui vient à point pour nous rappeler que sans une telle présence humaine, dépassant une rue, le monde n'est guère concevable pour nous. En effet, écrit Descartes, cette impression troublante, presque déréalisante, ne persiste pas longtemps. Mais je juge que ce sont de vrais hommes, et ainsi je comprends
par la seule puissance de juger qui réside en mon esprit ce que je croyais voir de mes yeux. L'autre personne, l'alter ego, le proche, le prochain, le voisin ou même l'inconnu, l'autre est manifestement indissociable du monde auquel j'appartiens. Il constitue celui-ci de part en part. La philosophie nous permet en effet de penser ce que nous vivons au lieu de le subir seulement ou au lieu de le déplorer. Elle nous met en état de soumettre nos épreuves à un questionnement, à des analyses, donc aussi à des détours. Et faire ce détour par la philosophie, c'est déjà un peu se constituer comme un sujet, comme un acteur, un peu lucide, un peu plus lucide de sa propre existence. Aussi, est-ce peut-être dans cet examen de soi auquel le maître de Platon, Socrate, philosophe grec, conviait l'âme humaine, peut-être est-ce dans cet examen de soi que pourrait résider une traversée un peu apaisée de cette période pleine d'inquiétude. Connais-toi toi-même, était-il écrit sur le fronton du temple d'Apollon à Delphes en Grèce. Connais-toi toi-même, le monde n'est pas ton œuvre, mais tu peux te connaître pour pouvoir y œuvrer à ton tour, te connaître ou au moins t'éprouver. Quelle solitude éprouves-tu donc lorsque tu cherches à te connaître? Ce sera non pas le mot, mais la question de la fin. Merci pour votre attention.